pour que cette épinette-là puisse survivre, aller chercher de la lumière, de l'espace, puis pousser droit le plus possible. Ouais. Naturellement, il faut prendre en compte aussi que la plupart des prescriptions sylvicoles ne sont pas adaptées à la faune, aux exigences de la faune. Donc, si tu arrives, par exemple, dans un parterre de plantation, tu vas avoir des épinettes qui, pour avoir peut-être quelque chose qui a de là, tu vas arriver peut-être à 5 ou 6, maximum 5000 tiges à l'hectare. Donc, c'est pas beaucoup, là. Tu nettoies ça, là, ça ressemble, c'est comme dans une plantation là, d'épinettes en ligne droite là, que tu vas rencontrer un peu partout. C'est à peu près ça, là, 5000 tiges à l'hectare. La faune, elle, les exigences de la faune, pour qu'un gibier, par exemple, comme le cerf de Virginie, l'orignal ou le petit gibier, ça leur prend quelque chose ça prend au moins 10, 12, 13, 14, 15 000 tiges à l'hectare, puis de façon à avoir des espèces variées là-dedans. Ça prend un couvert de protection, ça prend un couvert nutritif, ça prend un couvert par exemple, pour la tobrie de tambourinage, ça prend d'accouplement, tout. Puis en plus de ça, pour la grande faune, ça prend aussi un couvert protecteur pour l'hiver. Ouais. Ils vont faire des ravages. Oui, puis au-delà de ça aussi, Richard, là, tu sais, là, quand que tu prennes la biodiversité des arbres aussi, là, chaque arbre a un rôle à jouer sur le sol, là. Le pH du sol, les éléments nutritifs qui reviennent au sol, chaque arbre a un rôle à jouer. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène tout le temps l'épinette qui acidifie nos sols de plus en plus, que là, la vie microbienne s'en va en descendant, que là, il n'y a plus rien qui... Puis je parlais avec mes chums qui sont ingénieurs forestiers au Nouveau-Brunswick, puis ils le voient, là. Ils le voient, ils font des mesures, puis les épinettes poussent de moins en moins vite. Ben, il y a ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est que par la suite, une fois qu'ils ont coupé, ben, ils vont passer pour scarifier le terrain, drainer le terrain, ça fait des ornières. Naturellement, tout est chambardé. Si tu regardes sur ma page Facebook, là, j'en mets des fois des photos de coupes forestières qui sont quand même assez récentes. Là, le monde, il pense que ça date de 20 ans. Non, les photos que je mets, c'est des photos qui datent de 2017, 2018, 2019. Là. C'est pas très, très loin. Ça se fait dans des réserves fauniques. Ça coupe dans les réserves fauniques. Puis, les ornières de ça, même si c'est pris avec des photographies, avec un drone, il reste que quand même, quand tu es sur le terrain, là, les ornières de ça, tu rentres là-dedans, là, tu as de l'eau jusqu'à la taille. Là. Fait que tout le sol est remis. En fait, c'est comme de l'agriculture. Ils font exactement comme en agriculture. Mais ils vont planter, après ça, ils vont nettoyer, ils vont sarcler le sol, ils vont replanter par la suite, après ça, bonjour le désert. Mais c'est pas bon pour la faune, ça. Je veux dire, c'est pas bon pour la faune, c'est pas bon pour la biodiversité. Par exemple, si tu arrives là, puis tu veux garder, c'est sûr que d'un autre côté, c'est que c'est pas d'interdire la coupe forestière, mais c'est d'y aller, par exemple, avec des prescriptions sylvicoles qui sont plus adaptées, par exemple, à la faune, plus adaptées aux exigences de la faune. Parce qu'il reste quand même que dans les réserves fauniques, le mot le dit encore une fois, c'est faunique. Il faut favoriser la faune. Oui. Mais il n'y a aucun statut, Richard. Là. Moi, je trouvais le sujet intéressant dans le sens que quand tu as amené le point, quand tu m'as amené ça, réserve faunique, par rapport aux coupes forestières, il n'y a pas de statut particulier au niveau des coupes. Il n'y a pas de, tu sais, on s'entend, ça a été créé, puis c'est une société d'État, là, les réserves fauniques, mais ils ont créé ça, puis ça serait manquant dans le sens que c'est pas l'idée d'interdire les coupes forestières, loin de là, parce on s'entend que ça fait partie de la biodiversité, puis ça fait partie des éléments nourriture qui sont présents quand même dans plusieurs réserves, mais qui n'auraient pas suffisamment de cohésion entre la forêt et la faune sur les réserves fauniques pour favoriser le statut, ou en tout cas pour démontrer que le statut réserve faunique a son sens. Là. C'est ça que je comprends un peu que tu nous expliques. Ouais, faut comprendre aussi que ce qui est plus payant, c'est la sylviculture.
Les retombées économiques reliées à la sylviculture et sont 10 fois, 15 fois, 20 fois plus élevées que les retombées économiques reliées à la chasse. Ça fait vivre du monde beaucoup. Il y a du monde qui sont capables de s'acheter des maisons en travaillant en sylviculture, tout ça. Les retombées économiques sont très, 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 très élevées. C'est pour ça que c'est une chasse gardée, puis que le lobby des forestiers est très, très, très puissant au sein des gouvernements, au sein du ministère d'ailleurs. Puis, écoute, moi, le sous-ministre personnel, là, je me souviens, en 98, là, j'ai été dans un colloque, dans une soirée mondaine, là, où est-ce que tout le monde était invité, puis que c'était le ministre de l'époque du ministère de la Chasse et de la Pêche qui était là, qui donnait une conférence, puis il y avait le sous-ministre qui était là, puis il était assis à côté de moi, puis il me l'a dit clairement, il dit, nous autres, ce qu'on veut, c'est de la tige à couper. Les orignaux, on s'en crisse. C'est ça qu'il nous a dit. C'est ça qu'il m'a dit carrément. Ben, c'est un peu comme le ministre libéral qui avait dit que c'est pas le peu de caribou qui reste dans le nord qui va nous empêcher de couper du bois. Là. Ben, c'est ça, exactement. Fait que, je veux dire, eux autres, ils ont quand même, puis l'idée là-dedans, pas l'idée, mais le gars, le sous-ministre qui était là, lui, ben, son ancien job, c'était le président de l'association des compagnies forestières. Fait que lui, c'est déjà un industriel qui est rentré comme sous-ministre, qui fait de la pression, puis mais en même temps, Richard, là, on ne veut pas empêcher l'industrie forestière de faire sa job. Non, on l'a vu même que c'est bon. Ça a fait exploser l'orignal dans les bonnes années où ça a été bien fait. Mais est-ce qu'on peut garder l'habitat nécessaire pour garder une population de gibier qui ne nuira pas à la chasse, puis que tu vas faire ton industrie forestière pareil, puis en même temps, ça va peut-être juste garder un inventaire de bois qu'à un moment donné, là, il n'y a plus d'inventaire de bois, là. Ben, c'est ça. Et l'autre affaire aussi, c'est que, bon, bref, naturellement, ben, il y a toujours des huluberlus, là, qui viennent au pouvoir à un moment donné, là, puis puis que là, eux autres, ben, là, ils lancent des nouveaux concepts. Fait que là, le nouveau concept, là, à date, là, c'est celui que les arbres emmagasinent du CO2 à 100%, puis que c'est bon, puis bonjour, la visite, faut couper, puis ça va emmagasiner le CO2, puis c'est bon pour la couche d'ozone, c'est bon pour le réchauffement climatique. Parce que le CO2, là, il est beaucoup plus emmagasiné dans le sol que dans les arbres, il faut comprendre. Là, puis exact. Aussitôt qu'il est brûlé, là, l'arbre, là, ben, aussitôt que ton 2x4, même s'il a été transformé, il passe au feu, ben, il est encore pire. Là. Exact. Donc, tu sais, je veux dire, ça, c'est des concepts qui sont mis de l'avant par l'industrie pour continuer à exploiter à outrance. Il faut comprendre qu'il faut aujourd'hui essayer comment je pourrais dire ça, d'emboîter le pas vers vers une conservation plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse de la biodiversité. Exact. Parce que, de toute façon, on voit les changements climatiques qui s'opèrent à travers la planète, on voit qu'est-ce que ça occasionne, puis il faut comprendre que la forêt boréale, c'est la plus grande forêt à travers la planète, qui est tout le tour de la planète, à notre hémisphère, puis celle-là, c'est celle-là le vrai poumon de la planète, en réalité. S'il faut la couper, ben, il va y avoir plus de réchauffement climatique. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a beaucoup de monde qui ne croit pas à ça, le réchauffement de la planète. Mais on le voit là, présentement, ça s'opère. Écoute, on a dans le sud de la province des problèmes avec des frênes, l'insecte, la fameuse agrume du frêne qui s'attaque aux frênes. Les forêts de frênes sont en train de disparaître complètement. Puis là, ça passe inaperçu. Mais c'est un vrai désastre écologique, ça. Là, exact. Le hêtre aussi, la maladie du hêtre. Et Richard, la maladie hollandaise de l'or, l'hêtre, les perceurs du peuplier, tout ça. Et puis, en plus de ça, on a la fameuse tique à pattes noires qui donne la maladie de Lyme.
qui monte de plus en plus vers le nord, mais ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des changements climatiques. Tu sais, Richard, pour t'appuyer là-dessus, là, moi, je travaille en agriculture, là, puis le maïs, on calcule ça en UTM, les unités thermiques maïs. Puis on le voit, là, dans les 20 dernières années, ça l'a remonté énormément. Là. La moyenne de chaleur par été augmente continuellement. Puis il y a des zones qu'on était à 2007, 2008 unités thermiques, puis ils prévoient qu'on va être au-dessus de 3000 unités thermiques dans 20-25 ans. Là. Tu l'as l'exemple, il y a un réchauffement clair parce qu'il y a une accumulation de chaleur. Bon, là, l'autre affaire, c'est que quand on commence à couper des forêts, par exemple, en précom ou en commercial, whatever, là, appelez ça comme vous voudrez, on va y aller avec le mot, là, quand on commence à couper à blanc, il y a un changement de température qui s'opère, veut pas, de façon locale. Quand tu t'en vas en plein mois de juillet, en plein milieu d'une coupe forestière, à blanc, tu vas taper 36-37 degrés, puis tu t'en vas dans la forêt juste à côté, tu vas faire à peu près 20 pieds, tu viens de changer de température complètement. Tu vois que tu n'as pas besoin d'effectuer de grosses études de modélisation pour savoir ça. C'est qu'à un moment donné, s'il y a un feu de forêt qui se passe, ben, les coupes, les parties qui sont complètement coupées, ben, ça crée de la chaleur. La chaleur est là. Fait que ça augmente le potentiel du feu, ça augmente le potentiel, la force du feu. Puis la forêt qui va être à côté, là, qui est à côté de la coupe, ben, elle va y passer au complet à cause de ça. Fait que naturellement, veut pas, les coupes à blanc, c'est pas bon à rien. C'est juste bon pour l'argent. C'est juste bon pour l'industrie. Tu coupes ça à blanc. Si, par exemple, il arriverait et qu'il dirait OK, on coupe à blanc l'hiver, on diminue le stress engendré par les machineries au niveau de la compaction, de la destruction des sols. Ils font ça l'hiver, ils coupent, bonjour les visites seulement. Puis qu'après ça, ils laissent ça là, puis qu'ils laissent la régénération naturelle reprendre. Ben, d'une part, c'est sûr et certain que ça va créer, au bout de 5, 6, 7 ans, des habitats extrêmement productifs pour la biodiversité, la faune, la flore, tout ça. Ça va redonner des habitats et de la nourriture adéquats pour les orignaux, les chevreuils, les perdrix, les petits gibiers, tous les animaux, en fait, pour la biodiversité animale. Mais c'est pas bon pour l'économie. Richard. C'est ça qui est plat. Ouais. Alors là, ce que moi j'avais proposé, parce que j'ai parlé moi avec, parce que dans le temps, au début, l'année passée, juste une petite chose comme ça, je parlais avec le ministre Dufault, justement, de ça, à un moment donné, qu'il fallait peut-être arriver, puis du moins prendre le temps de changer les habitudes de ces compagnies-là dans les réserves fauniques, puis peut-être de prendre des lots, faire des lots modèles, créer des lots modèles dans ces réserves fauniques-là pour justement arriver puis faire une sylviculture plus respectueuse des animaux. C'est drôle, Richard, parce que j'ai parlé avec M. Dufault aussi entre Noël et Jodelin, puis je lui ai dit exactement la même affaire. J'ai dit, présentement, on fait de la sylviculture comme on faisait de l'agriculture il y a 50 ans. C'est ça. C'était... Rien de changé. Maïs sur maïs sur maïs, on cultivait à peu près à 2 pieds des cours d'eau. On réfléchissait pas, on voulait juste l'argent. Puis aujourd'hui, vous avez responsabilisé, le ministère a responsabilisé les agriculteurs pour faire des haies brise-vent, pour protéger le bord des cours d'eau, pour faire attention aux quantités de fumier qu'on met pour l'environnement. Vous avez responsabilisé l'industrie agricole. Pourquoi qu'on ferait pas pareil avec l'industrie forestière? C'est ça que j'avais parlé à M. Dufault. J'ai dit, on a un chemin à faire présentement, puis c'est pour le bien de l'économie en entier. Je veux dire, oui, la foresterie amène une économie, mais au détriment de d'autres économies qu'on perd. Moi, là-dessus, Richard, je vais te poser je veux avoir ton avis là-dessus. Je suis pas un économiste, là,
mais j'ai travaillé depuis 20 ans dans les ZEC. Quelqu'un tantôt qui parlait de la ZEC Wessonneau, c'est une des ZEC sur lesquelles je me suis tenu énormément. Je travaillais pas sur la Wessonneau parce qu'à l'époque, il y avait leurs techniciens, il y avait leurs employés directement sur la ZEC, mais j'ai voyagé par là sur une base continue. Je me rappelle très bien des coupes qu'on rencontrait. Mais moi, l'industrie forestière, la grande industrie forestière que j'ai vécue dans ces régions-là, Charles, je me suis toujours demandé, puis tu pourras peut-être me répondre, il y a sûrement des études là-dessus. On parle de monoculture. Ça, c'est une chose qui, à mon avis, est excessivement dispendieuse parce qu'au bout de la ligne, si on veut se retrouver avec des épinettes à couper dans 50, 60 ans, il y a énormément d'aménagements forestiers à faire pour entretenir ces plantations-là. Et puis, on parle pas de la plantation, on parle juste d'entretien. Puis, avant tout ça, même si on dit le bois est pas loin dans la province, n'empêche que pour accéder à ces volumes de bois-là, il y a eu des infrastructures forestières gigantesques qui ont été faites, des coûts astronomiques. Ce n'était pas du support provincial, du support financier provincial à l'industrie forestière. Est-ce que cette économie-là, est-ce que cette industrie-là pourrait paraître viable? Moi, je suis pas convaincu. J'ai une terre à bois, on a une terre à bois chez nous, je regarde qu'est-ce que ça coûte récolter du bois. Je le sais, c'est à micro-échelle. Mais je regarde qu'est-ce que ça coûte d'exploiter la forêt, exemple, chez nous, versus qu'est-ce qu'on en retire. J'essaie d'expatrier ça, d'amener ça à grande échelle, exemple, dans des régions comme la Tuque. Regardez le réseau forestier qui est fait, qui est subventionné, les ponceaux, les normes. Il y a quand même des normes. Là. On s'entend, là, les normes RNI qu'il y avait à l'époque, la star s'est changé, c'est plus ces termes-là. Je suis un peu moins à jour dans ça. Mais il y a des dépenses épouvantables relié à l'exploitation de la forêt. Est-ce que c'est vraiment, tu sais, des fois on dit c'est beaucoup plus l'industrie de la forêt génère beaucoup plus que la faune. La faune, quand elle est bien gérée, quand elle a un aménagement forestier qui est adéquat, elle se régénère d'elle-même. C'est des retombées économiques directes. Là. Le bois, on s'entend. Là. Une fois qu'on l'a coupé, puis pour aller le couper, je ne sais pas, y a-t-il des choses là-dessus qui peuvent que l'industrie forestière elle a une certaine rentabilité à quelque part. Si c'est le forestier, si c'est l'industrie elle-même qui a déboursé tout ce qu'elle a à débourser pour aller exploiter, Richard, moi j'ai de la difficulté à croire qu'à quelque part il y a une rentabilité au bout de ça. Je le sais, c'est les emplois, là, mais tout le monde, comme citoyen, on paye pour ça. Là. Tout à fait. Parce que c'est subventionné. Il faut comprendre que les prescriptions, tout travaux sylvicoles dans la province de Québec est subventionné par le gouvernement. Qui ouvre un nouveau chemin, c'est subventionné. Qui met un ponçon, c'est subventionné. Qui draine, c'est subventionné. Qui coupe, qui plante, qui fasse ce qu'ils voudront, tout est subventionné. C'est des retombées économiques quand même. C'est pour ça que le gouvernement les subventionne. Mais ça reste quand même des retombées économiques parce qu'une fois que le bois est vendu, naturellement, des produits de la sylviculture, le produit du bois, que ce soit de la planche, que ce soit de plywood, que ce soit du copeau, ou n'importe quoi, ben, tout ça, c'est... puis en plus de ça, tout ça est vendu et ça rapporte, naturellement. Parce qu'il faut comprendre que la sylviculture est très forte quand aussi la construction est très forte. Fait que ça, il faut comprendre que les maisons ici au Québec sont bâties encore avec du bois. Là. Fait que c'est pas bâti avec du métal, c'est bâti encore avec du bois. Fait que quand l'industrie de la construction fonctionne bien, des coupes à bois, les coupes de bois, ça fonctionne bien aussi. Là. Fait que c'est pour ça que c'est une économie très, 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 très forte. Donc, mais bon, il faut comprendre aussi que tu as les coupes. T'as les coupes forestières en forêt publique, puis tu as les coupes forestières en forêt privée, qui sont complètement deux entités complètement différentes. Il y a des compagnies forestières qui n'évoluent qu'en forêt publique. Il y a des compagnies forestières qui évoluent simplement en forêt privée, comme par exemple des syndicats, des groupements forestiers, le petit groupement forestier par exemple, forêt de l'Esprit ou de Bellechasse ou des choses comme ça. Les autres, ils vont avoir peut-être un lot ou deux, ils vont avoir un permis pour aller exploiter le peu de forêt publique qu'ils ont, qu'il y a dans leur région.
mais la plupart du temps, ils vont faire affaire avec des propriétaires qui ont des lots boisés. Puis ça, naturellement, c'est plus c'est une autre approche. Mais la sylviculture en forêt privée est, selon moi, est beaucoup moins intensive qu'en forêt publique. En forêt publique, ils vont couper sur des très, 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 très grandes superficies, alors qu'en forêt privée, c'est à l'échelle du lot. Ouais. Souvent aussi, ce qui arrive, c'est que le propriétaire du lot, lui, chasse sur son lot aussi. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est avoir des aménagements qui vont favoriser, oui, son portefeuille, mais en même temps, son gibier, parce que lui, il veut avoir un peu de gibier. Ouais. Mais en forêt publique, complètement différent. En forêt publique, c'est des grosses compagnies forestières qui sont là. Si, par exemple, ils coupent en plein automne pendant le temps de la chasse, puis qu'il n'y a pas eu, par exemple, le groupement, mais l'association des chasseurs et pêcheurs de la région qui n'a pas été voir la compagnie forestière pour prendre des ententes avec eux, ils vont s'en foutre complètement des chasseurs. Fait qu'ils vont couper, puis ils vont aller là, puis bonjour la visite, c'est réglé. Ils vont arriver là, pareil comme si c'était les maîtres à bord. Les maîtres de la place, puis bonjour la visite, les autres, on s'occupe pas de ça. C'est quand même rare. C'est quand même rare que dans les terrains privés, ils vont faire des coupes à blanc. Non, ils peuvent pas. Parce que s'ils coupent à blanc, ils vont couper à blanc. Souvent, ce qui va arriver, c'est que ça va être des personnes qui vont arriver là sur des terres où est-ce qu'il n'y a pas de maison. Ils vont couper à blanc parce qu'ils vont vendre par la suite le terrain. Ils vont vendre la terre, puis ils vont couper le bois, puis après ça, ils vont vendre le terrain. Ou bien, ce qu'ils vont faire, c'est que ça va être des entrepreneurs illégaux, là, puis qui vont aller couper ça rapide, puis bonjour la visite, ils vont prendre le bois, puis ils vont s'en créer le camp avec. Là. Ouais. Le terre arrive sur son terrain, sur sa terre, oups, j'ai plus de bois, comment ça se fait? Ça l'est fait couper, ça l'est fait voler, quoi. Ça arrive encore de nos jours, ça, c'est moins, mais ça arrive beaucoup. Hey, Richard. Oui. Je vais juste vous arrêter 2 petites secondes. Désolé, j'ai fait un petit bloopers. Luc, veux-tu me replacer dans... Oui. Attends une minute. Je vous ai échappé. Oui, on t'a vu partir. Moi aussi. C'est bon, Frank. T'es bien présentateur. Là. OK, c'est beau, je vais repartir. Ça roule encore, ben c'est beau. Continue, excuse, Richard. J'ai oublié. Non, c'est beau, je l'ai fait. Tu l'as-tu fait depuis le début, Frank? Non, j'ai manqué le début. Moi, mais début, quand? Ça fait 22 minutes. C'est correct. Ouais. OK, c'est bon. Excuse, Richard, tu peux continuer. Ça, fait que les propriétaires, eux autres, de boisiers privés, ils vont y aller plus avec des coupes sélectives. Ils vont arriver et ils vont dire, bon, ben, moi, par exemple, je veux faire une corde de bois ou deux, là. Ils vont couper puis ils vont être très, très, très sélectifs, là, dans leur coupe, pour favoriser un rajeunissement, maintenir leur boisé plus jeune, puis parce qu'ils ont des intérêts autres que ils n'ont pas juste des intérêts pécuniaires vis-à-vis les travaux qu'ils veulent faire. Comme je t'ai dit, ils peuvent arriver et dire, OK, c'est correct, parce que moi, mon boisé, je trouve que c'est le fun quand je m'en vais me promener dedans. Ça ne veut pas dire que c'est des chasseurs, mais s'il va se promener, il va être bien content, une belle forêt, tout ça. Il y a beaucoup de monde là, qui recherche ça maintenant. Oui. Où c'est des chasseurs, puis le gars, il va avoir son lot boisé pour avoir la paix et aller chasser sur son lot boisé. Mais en forêt publique, outre les réserves fauniques, maintenant, il n'y a plus grand place où est-ce que tu peux aller puis dire « Ah, je vais aller me trouver un spot en forêt mature à quelque part. » Tout est coupé. C'est coupé à partir du Témiscamingue, aller juste Cadre-Saint-Pierre. Tout est coupé. C'est simple, c'est juste des îlots de boisés qui restent matures. Puis là, ben, comme j'ai dit, le ministère a des vues, des objectifs en fonction de ça. Bon. Dans les réserves fauniques, naturellement, ben, vu que c'est gouvernemental, ben, ils ont
été faire de la sylviculture très intensif là-dedans. Puis malheureusement, c'est ce que je trouve plat parce que, bon, par exemple, si on prend le cas de la réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles, moi, je demeure à Longueuil, je demeure à Montréal. Moi, si je décide de partir et de m'en aller chasser là-bas parce que j'ai été tiré au sort, ça me coûte un bras, là. Ça me coûte un bras avant même d'aller dans la réserve. Là. Parce qu'il faut que je mette du gaz dans mon camion. Parce que moi, je m'en vais pas là en Volkswagen, là. Je vais là avec mon F-150, là. Ça coûte cher. Ouais. Il faut que je me trouve un hébergement avant d'entrer là-bas, parce que là, des fois, là, rendu, j'ai plus 20 ans, là, moi, là. Fait que je peux pas, je fais ça en 2 jours, là. Après ça, on s'en va chasser là-dedans. On rentre, puis on s'en va chasser. Et là, tu regardes ça, tu te dis, calique, tu es supposé d'avoir des territoires giboyeux. Tu rentres là, si tu connais pas le moindrement ça, ou si tu es un chasseur, comme on dit, qui va là chasser tout bonnement, qui a plus ou moins de connaissances du territoire, quelque chose comme ça, ben, tu te fais avoir bien raide parce que d'un autre côté, il n'y a pas de gibier. Fait que, on presse le citron vers le bout, on surexploite, si j'en comprends bien ce que tu nous expliques, on surexploite la forêt, puis on presse le citron au max en allant chercher dans la poche des chasseurs un autre tranche. Oui, c'est ça qui est plate. Bon, regarde, je vais te donner mon expérience personnelle parce que moi, j'aime ça. Moi quand j'ai appliqué, les dernières fois que j'ai appliqué dans des réserves fauniques, j'appliquais dans des réserves fauniques où je savais que la chasse était difficile parce que j'aime ça chasser. J'aime ça traquer, j'aime ça aller dans le bois, marcher, regarder qu'est-ce qui se passe. J'aime ça faire de la pister. J'aime ça. J'arrive à cette île Port-Cartier, supposément qu'il est supposé d'avoir, ben, comme je disais hier, il était supposé d'avoir des caches. T'es supposé d'avoir des trails de gibier à n'en plus finir. Bon, j'arrive là, pas de cache. Déjà là, il manque de gestion. Les chaloupes étaient toutes coulées dans le fond du lac, toutes gelées, il y avait un pouce de glace par-dessus. Qu'est-ce qui arrive? Le gars, il a pas nettoyé ses chaloupes, il a pas vu des chaloupes. Moi, si je veux m'en aller par le lac, là, pour m'en aller sur la coupe forestière, là, qui est à l'autre bout du lac, parce que c'est la seule possibilité que j'ai pour accéder à cette coupe forestière-là. Ben, la chaloupe est dans le fond de l'eau, là. Je fais quoi, là? Bon, en tout cas, bref, il y a ça. On arrive, mon cousin et moi, pour aller, par exemple, par le chemin. Les chemins sont défoncés. On peut pas rentrer, même pas en 4 roues, même pas en petit 4 roues, ou quoi que ce soit. Chemin défoncé, parce que souvent, là, ça monte en hauteur, puis les chemins sont surélevés, ont été bulldozés, puis là, à un moment donné, tu arrives, puis tu as le chemin, puis chaque bord du chemin, c'est 30-40 pieds, là, des fois. Là, chemin défoncé. Pourquoi ils ont défoncé le chemin? Parce qu'ils veulent pas qu'on aille dans le couple. Là, je suis obligé, tu comprends? Puis là, on commence à regarder. Moi, j'ai une approche un petit peu plus, comme on dit, scientifique, là, quand je vais dans le bois. Je regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Les indices de présence. C'est important, ça. Quand tu rentres sur un territoire, la première chose qu'un chasseur doit faire, c'est de regarder pour les indices de présence. Il va avoir une forêt, mais un chasseur, il faut qu'il détermine voir si son territoire est giboyeux ou pas. Puis la manière de le trouver, de découvrir si son territoire est giboyeux, c'est de regarder les indices de présence. Les brous, les fesses, des choses. Il n'y avait rien de ça. Rien. Pas de fesses, pas de brous. Je comprends, Richard, que tu n'as pas eu de bonne expérience dans ce voyage-là. Non, mais là, je prends le temps de téléphoner le directeur de la réserve faunique. J'ai dit, écoute, moi, tu m'en passeras pas un sapin, là. Tu m'as dit qu'on était pour avoir des caches, qu'il y avait des traites de gibier en telle place, au lac Walker. Hein, tout le monde connaît ça là-bas, là, le lac Walker. Ah, t'arrives là, il n'y a rien.
Fait que là, il dit, écoute, je vais te changer de territoire. Il me change de territoire. Même maudite affaire. Ben oui, il y avait beaucoup de pistes de 4 roues dans l'autre territoire. C'était des pistes de 4 roues qui étaient des résidents de la place là-bas. Là. Fait que il n'y avait pas plus de gibier. Là. Il n'y avait pas plus de gibier. La seule chose qu'on a vue pendant la semaine, écoute, ça a tout de même coûté 2500$, ce Christy de voyage-là. Puis la seule chose qu'on a vue, c'est un tétra de savane, puis un petit morceau de porte-épic qui est en terre. C'est la seule chose qu'on a vue. Et pistes, pas de piste d'orignal, rien. Puis c'est dommage parce que c'est des bons territoires giboyeux. Mais malheureusement, il y a des coupes forestières là-dedans qui. Puis ils ravagent tout. Ça ravage tout. Ils ravagent tout. Puis là, naturellement, ben écoute, là, dans ces réserves fauniques-là, en plus de ça, ben t'es pas les seuls utilisateurs, t'as les Autochtones qui sont là. Puis les Autochtones, eux autres, sont là plus souvent que nous autres, on peut l'être. C'est leur territoire. Fait qu'eux autres aussi, ils chassent. Fait que d'un autre côté, puis on peut pas empêcher ça, là. Ça fait partie de la game, puis c'est bien correct. Mais il n'empêche que s'il y a un orignal sur la zone, ou deux, puis que ça fait déjà 1 mois et demi qu'il est couru par un autre gang, puis il se fait abattre, le directeur, lui, il te le dit pas, ça, là quand tu réserves, là. D'après toi, Richard, coupe forestière versus les territoires fauniques, les réserves fauniques, y a-t-il une conciliation possible? Y a-t-il, selon l'expérience que tu as avec les forêts, y a-tu de quoi de favorable qui peut être fait? Y a-tu, tu sais, là tu parles d'une expérience personnelle qui t'est arrivée sur une réserve. Moi de mon côté, je peux pas dire que je suis nécessairement le grand fan, mais je vais sur les réserves fauniques. À date, j'ai eu des bonnes expériences. Je peux pas, j'ai jamais eu d'expérience comme la tienne, heureusement. On a eu des bons coups, on a eu des mauvais coups, mais de façon générale, j'ai été quand même assez chanceux dans les expériences que j'ai vécues. J'ai vécu les coupes forestières dont tu parles qui peuvent à certains moments être abusives et qu'on a de la difficulté à évaluer si on n'est pas rendu à un stade où ça peut être vraiment pervers, parce qu'il y a eu un certain temps que ça a été très, très, très favorable. Là, on pense à des réserves, les réserves du Bas-Saint-Laurent, là, toute l'exploitation forestière intensive qu'il y a eu dans le Bas-Saint-Laurent a favorisé énormément l'orignal. C'est d'ailleurs encore dans ces régions-là souvent qu'on a la chance de se diriger pour aller chasser cette espèce-là. Mais y a-t-il une conciliation possible? Y a-t-il quelque chose qui peut être fait? Y a-t-il un système à revoir? Essayons de regarder ça d'un œil positif. Là. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Oui, il y a des choses qui peuvent être faites. De toute façon, tout le monde est au courant de ça. Tous les ingénieurs forestiers, les compagnies forestières, les biologistes, peu importe là, que ça travaille au gouvernement ou pas, tout le monde est au courant de ça, qu'il existe énormément de documentation sur le sujet des aménagements forêt-faune. Écoute, c'est plus un secret pour personne. Là. Il n'y a pas d'études, il y a plus d'études à faire là-dedans, là, je veux dire, pour savoir si telle coupe serait favorable pour telle espèce. C'est déjà tout fait, c'est déjà tout écrit. Il y a des documents, des études faites. Il y en a 1500 d'épais, là. Sauf que l'ouverture est difficilement... c'est difficile de sensibiliser les dirigeants des compagnies forestières, parce que eux autres, ce qu'ils veulent, c'est rentabiliser, puis ils ont un certain temps pour couper la forêt, puis si tu arrives avec d'autres utilisateurs, pour eux autres, c'est une perte de temps, une perte d'argent, une perte de ci, une perte de ça. C'est le même que ça se passe. Mais oui, ils pourraient commencer à faire des plans d'aménagement forêt-faune, par exemple, dans les réserves fauniques, pour favoriser, développer, augmenter le potentiel faunique, parce que, veux pas, tu payes le gros prix pour aller dans ces territoires-là. Il faut que tu aies quand même une bonne
On s'entend, Richard, que ça peut être des maudits beaux laboratoires pour justement tester tout ce qui s'est étudié. Ben oui. De mettre en avant-plan ça pour éventuellement favoriser le reste de l'industrie à faire la même chose ailleurs. Ben oui, parce que des expériences comme ça sur des territoires, il y en a eu un puis un autre. On parle de la forêt modèle du Bas-Saint-Laurent, où est-ce que moi j'ai été travailler, où est-ce qu'il y avait des coupes qui avaient été faites spécialement pour la faune, pour faire ces études-là. Je te parle de ça dans les années 80-90. La forêt de l'Aigle à Maniwaki, la forêt Montmorency, il y en a plein de forêts modèles là, où est-ce que des travaux de sylvicole qui favorisent la faune ont été développés, étudiés, tout ça. Mais pourquoi que ça ne rentre pas encore dans les normes sylvicoles? Pourquoi? Non. On fait quoi en ce moment là, comme il n'y a pas grand-chose. Regroupement, comme individu. En forêt privée, il s'en fait beaucoup plus parce que, justement, à l'époque, quand je travaillais dans les groupements forestiers, moi, mon rôle, c'était de développer ces activités fauniques-là, ces activités, montrer, sensibiliser, éduquer les directeurs de ces groupements forestiers-là qui évoluent en forêt privée pour développer justement les activités fauniques. Il y avait dans le temps, en Estrie, ça s'appelait Chasse et Nature Estrie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, qui était dans les années 90, qui débutait aussi dans la même pensée, à essayer de vendre, en fait, pas de vendre, mais de vendre l'idée, oui, de développer des aménagements forestiers qui étaient plus favorables pour la faune. Puis en même temps, mais c'est pas subventionné. Mais avec les réserves fauniques, Richard, pour en revenir aux réserves fauniques, c'est quoi qui est possible de faire comme proposition, comme intervention, je parle pas d'intervention sur le terrain, on s'entend, c'est pas je pense que l'enjeu est pas là. L'enjeu est bien plus au niveau politique, gestion globale. C'est ça. C'est parce que le gros problème sur lequel les aménagistes, les biologistes, ceux qui sont fervents de l'aménagement forestier faunique, se butent, c'est au sein des lobbies. C'est les lobbies, malheureusement, qui sont trop forts. Le lobby de la forêt, des industries. Il y a quand même certaines avancées qui se fait, mais juste au niveau de l'université, des cours universitaires, ils ont développé depuis quelques années un programme en génie forestier un peu plus respectueux de l'environnement. Il y a des cours d'environnement là-dedans, mais c'est pas suffisant. Ça prend des équipes de biologistes sur le terrain au même titre que les ingénieurs forestiers. C'est simple. Puis le gros problème là-dedans, c'est que nous, les biologistes, on n'a pas d'ordre des biologistes. Les ingénieurs forestiers, ils ont un ordre. Les ingénieurs civils, ils ont un ordre. Nous, les biologistes, on n'a pas d'ordre. On n'a pas de corporation, on a juste une association. Puis cette association-là, présentement, travaille très fortement pour essayer, justement, d'avoir cet ordre-là, de créer cet ordre-là, pour qu'on puisse par la suite arriver sur le terrain et travailler de concert avec les ingénieurs, par exemple, les ingénieurs forestiers. Ça, c'est des solutions, ça. J'aime ça entendre ça. Là. On parle beaucoup de problématiques, mais c'est vrai que la collaboration entre biologistes et ingénieurs forestiers, tantôt David il disait il se fait des plans d'aménagement à forêt-faune en terrain privé. Oui, fine, mais c'est ce que je disais, c'est qu'il y a je crois qu'il y a très peu, je m'avance un peu, mais qu'il y a très peu d'ingénieurs forestiers qui ont suffisamment peut-être d'expérience pour signer ou pour entériner vraiment des travaux forêt-faune efficaces. Mais de travailler en collaboration, on l'a vécu un petit peu, nous autres, en terrain privé par ici. Là, quand on s'est mis à travailler sur le projet Kogafa, on a eu à collaborer avec des ingénieurs forestiers. Puis ça a été une super belle expérience dans le sens que les ingénieurs avec qui on a travaillé ont appris. Nous autres, on a appris également. Puis il s'est développé quand même une bonne philosophie, hein, Luc, par rapport à ça. Là, Oui, puis à la base, ils nous le disaient, les gars, les ingénieurs forestiers disaient que
il n'y avait pas l'expérience, comme tu dis, François, ou ben non, les données pour prendre les bonnes décisions. Tu sais, nous autres, on arrivait avec notre expérience terrain, qu'on aménage beaucoup, et les gars, ils ont vraiment appris gros, puis il y avait une belle relation, puis je trouve que c'est juste sain comme relation de tout apprendre l'un de l'autre, puis de s'assurer que cette ressource-là va juste être viable pour plus longtemps. Parce que là, on va le frapper le mur. Puis l'autre aspect aussi, c'est que tout est modélisé aujourd'hui. Ouais. Hein? C'est-à-dire, on a des modèles d'exploitation. Tout est modélisé. Mais là, la modélisation, là, tu peux avoir des experts en modélisation, mais quand tu arrives sur le terrain, c'est autre chose. Ouais. C'est une autre histoire. T'as bien beau avoir un biologiste, ça serait la même affaire au niveau de la biologie. T'as bien beau avoir un CRSNG, un biologiste, détenteur d'une maîtrise, d'un doctorat ou peut-être soudra, mais si j'ai jamais été dans le bois, lui là, fait quoi? Marche pas. Donc, ça prend de l'expérience. Ça, c'est premièrement, c'est ça. Deuxièmement, ça prend aussi, justement, développer des associations, des intervenants qui vont pouvoir travailler en concert puis être acceptés. C'est ça qui est l'affaire, c'est que des compagnies forestières n'acceptent pas d'avoir les biologistes dans leur genre. Ouais, ça, là, c'est inacceptable. Puis ça, là, c'est au ministère de mettre ses culottes. Au ministère, c'est ça qui arrive. Parce que, regarde, au ministère, c'est pas, là, je veux pas dire, là, que il y en a quelques-uns qui ont besoin, il y a des juniors, là, des biologistes juniors qui sont là, qui ont besoin d'avoir de l'expérience, mais il y a des seniors qui sont en arrière pour les backer, eux autres. Mais il y a quand même beaucoup de gens au ministère qui ont énormément d'expérience, qui sont là, mais malheureusement, pas d'ouverture. Le F-Forêt qui est en avant d'eux autres, puis eux autres, ben, le F-Forêt, là, le côté forestier, ben, les empêche de faire beaucoup de choses. Ben bon, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait une ouverture de ce côté-là. Puis je pense que dans les réserves fauniques, ça serait la meilleure place pour justement démarrer des interventions forêt-faune à grande échelle. Quand bien même que ce serait d'arriver de dire, OK, c'est correct qu'on prend, par exemple, la réserve à Chamouchouane, par exemple, dire, OK, tout le sud de la province, telle zone, on fait de l'intervention sylvicole forêt-faune en fonction des plans travaillés par des ingénieurs, des biologistes et tout ça, pour maximiser, par exemple, pour favoriser le développement des populations d'orignaux ou de petits gibiers. Puis là, ben, ils verraient la différence. Ils verraient une différence sur le territoire, mais on verrait une différence au niveau de la population animale. Puis, ça serait possiblement rentable. Mais là, il y a une autre affaire. C'est parce que faut comprendre que la population vieillit, on a moins de chasseurs. En plus de ça, on a une tangente qui s'en va vers... J'aime pas ça trop dire ça, mais on a de plus en plus beaucoup d'anti-chasseurs. Puis on a beaucoup de guéranos qui rentrent dans le gouvernement. C'est fou à dire, mais c'est ça pareil. Écoute, moi, j'ai passé, je me souviens, moi, là, à un moment donné, là, j'étais sur le terrain, là, je passais mon temps, j'étais supposé d'aller travailler dans le bois avec des biologistes là, du ministère à l'époque. Puis je passais mon temps à sortir du bois parce qu'ils se perdaient. Manquait de formation. Manquait de base terrain un peu. Mais Richard, moi, je suis content d'entendre ton point de vue au niveau de ça. Puis je pense que les pistes de solutions que tu apportes peuvent être intéressantes. J'espère que tu vas être entendu sur ce niveau-là. Yeah. J'encourage l'Association des biologistes à poursuivre pour votre ordre, puis peut-être éventuellement avoir plus d'impact, plus d'écoute pour qu'on ait des biologistes qui interviennent peut-être un peu plus au niveau forestier, que vous soyez un peu plus impliqués dans le processus forestier. Fait que c'est peut-être un bon son de cloche à donner. J'espère que tu vas être écouté. Je vais pas te couper là-dessus, mais je vois le temps filer. Puis il y a un autre dossier que tu voulais nous parler, que j'aimerais t'entendre avant qu'on soit trop serré dans le temps. Tu nous as aiguillé un petit peu hier. Tu nous as parlé d'un dossier qui est en processus, dossier fédéral. J'en sais pas beaucoup. Je vais te laisser présenter ça. Tu filais pour nous en parler, puis tu m'as accroché, moi, avec ce sujet-là, parce que,
éventuellement, si ça se concrétise, c'est sûr et certain qu'il y a un paquet de chasseurs et de pêcheurs qui vont se sentir fortement interpellés par ça. Fait que je te laisse aller là-dessus. Je peux pas en dire plus. J'en sais pas plus. Fait qu'on, je vais apprendre. J'écoute attentivement puis on verra ce que tu as à nous apprendre là-dessus. C'est ça. C'est parce que c'est au niveau du gouvernement fédéral, au ministère de Environnement Canada et Changement climatique, Environnement et Changement climatique Canada, avec Pêche et Océan Canada, ils ont comme mandat de créer naturellement des territoires protégés, en fait des parcs, des réserves, parce qu'il faut qu'ils agrandissent ça naturellement. Fait que là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont décidé de faire des îles entre Montréal et les Trois-Rivières, le lac Saint-Pierre inclus, de faire une dizaine de réserves nationales de faune sur les îles. Une dizaine sur les îles? C'est ça, de faire des îles. Par exemple, on prend les îles de Boucherville. Juste donner un exemple, les îles de Boucherville, il y a une partie des îles de Boucherville qui est déjà un parc provincial, qu'on appelle le parc provincial des îles de Boucherville, qui est géré par le CEPAC. Mais le restant des îles qu'il y a là, ça appartient à Environnement Canada. Puis ils veulent faire de ces îles-là une réserve nationale de faune sans droit de chasse ni de pêche. Mais on parle des îles, là. Ils parlent de pêche, mais on parle des îles. Les réserves seraient faites sur le... C'est ça. Les îles deviendraient des îles, le territoire des îles deviendrait des réserves nationales de faune. Donc, toutes les îles entre Montréal et le lac Saint-Pierre deviendraient des réserves. À peu près, je pense que c'est 10 ou 11 réserves fauniques qu'ils veulent faire. Un peu à l'image de l'île de la Paix, un peu à l'image de la réserve de Cap-Tourmente. Et ça, c'est pas dit, parce que la dernière fois que j'ai discuté avec eux, avec le responsable de ce dossier-là, il était pas chaud à l'idée de créer des réserves fauniques, des réserves nationales de faune avec droit de chasse. D'ailleurs, ils ont commencé à placarder des îles, par exemple les îles de Boucherville. Ils ont commencé à mettre des pancartes sur les îles de Boucherville interdisant la chasse et la pêche sur ces îles-là. Il faut comprendre que sur les îles, naturellement, il y a quand même des petits lacs là-dedans, des étangs et tout ça. Puis il y a un bon nombre de chasseurs qui vont chasser la sauvagine dans ces îles-là. Ils vont perdre leur droit de chasse. Est-ce qu'ils vont pouvoir empêcher le monde d'aller chasser ou de pêcher sur le lac Saint-Pierre? Ben, c'est sans doute pas ceux, parce que de la manière qu'il me disait ça, il me disait que ceux qui chassent dans l'eau vont être corrects, mais ceux qui vont chasser à pied sur les îles vont être sur un territoire interdit. Sur un territoire Fait que là, ils savent pas trop s'ils vont accepter, par exemple, comme qui se fait aux îles de la Paix, offrir certains permis pour donner la chance à certains chasseurs de pouvoir aller chasser. Mais là, comme c'est là, par exemple, ils ont commencé là, avec les îles de Boucherville à placarder. C'est marqué en noir sur blanc, il est strictement interdit de chasser et de pêcher sur les îles de Boucherville, sur la grande batture thaïlandienne, tout ça. Mais moi, là, ça fait quand même 45 ans que je vais chasser là. Il y a plein de chasseurs là, qui chassent dans ce coin-là, là, sur ces îles-là. Mais, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, Richard, là, c'est que là, toi, tu nous parles de ça. Il semble avoir des faits assez accomplis. Là. Quand on est rendu à pancarter, j'imagine que c'est parce qu'il y a une partie de projet complétée. Que là, il y a des droits de chasse qui seraient en train de se perdre sur certains paquets d'îles, là, appelons-les comme ça, île de Boucherville et autres. Puis on n'aurait jamais entendu parler de ce projet-là. C'est un projet fédéral, ça n'a rien à voir avec Conservation Nature Canada. Là. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Là. CNC, ça n'a pas rapport à ça. Non, ça, c'est vraiment avec Environnement et Changement climatique, Océan, Pêche et Océan Canada. C'est dans la démarche là, de créer des réserves, plus de réserves nationales de faune. Puis là, ben, ils ont décidé de cibler les îles entre Montréal et les archipels du lac Saint-Pierre
pour créer, je pense, si je me souviens bien, là, c'est 11 réserves nationales de faune. Donc, toutes les îles de Boucherville, les îles de Contrecœur, l'île Bouchard, puis tout ça, les îles l'île de Sorel. Ça va devenir, en tout cas, ils sont en train de faire des études, des échantillonnages et tout ça. Ça va devenir, ils veulent en faire des réserves nationales de faune. Là, j'ai demandé, je dis oui, mais il y a du monde qui chasse là-dessus, il y a du monde qui pêche là-dessus. Il n'était pas rendu à savoir s'il était pour décider d'accepter, s'il était pour avoir de la chasse ou de la pêche, mais on commence à voir des pancartes s'installer graduellement, là, avec des interdictions de chasse et pêche. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas mal décidé. C'est marqué, là. C'est le port de Montréal avec... J'ai vu, tu nous as envoyé. Tu n'es pas capable de partager une photo pour le fun, Richard? Sur le site? Ben, si tu vas dans la conversation, tu serais peut-être capable de dropper une photo. La photo que tu... Je l'ai, la photo, mais moi, comment je fais pour aller la chercher? Un peu. Tu l'as la photo, vas-y, prends la photo, prends-la et download-la, là, parce que là, je l'avais enlevée, moi, sur... OK, mais je vais essayer. Richard, te laisse continuer. Je vais m'essayer. Bon, c'est ça. Fait que là, l'idée là-dedans, c'est que, bon, à un moment donné, j'en ai parlé avec la Fédération, le FEDEC, avec la Fédération des chasseurs et des pêcheurs du Québec. On a parlé directement avec Alain Cossette. Il était même pas au courant. Lui non plus. Fait que, puis là, je leur en ai parlé. J'ai envoyé toute la documentation relative à ces projets-là. L'idée, c'est pas d'arriver puis de dire non, c'est pas bon, là. Il faut les protéger, ces îles-là, c'est sûr et certain, parce que c'est des joyaux de biodiversité. Mais on ne peut pas arriver et empêcher la chasse et la pêche. Là. Voyons donc, là. C'est des activités qui sont ancestrales, qui se déroulent là depuis X nombre d'années. Moi, ça fait 40 ans que je chasse les îles de Boucherville. Avant ça, il y avait d'autres mondes qui chassaient là. Puis, je veux dire, puis là, il arrive du jour au lendemain, pif, il enlève les droits de chasse. C'est quoi ça, là? Ça n'a pas d'allure. Fait que là, j'en ai parlé avec Alain Cossette de la Fédération. Alain, il est arrivé sur la table, sur une des tables là, de Sauvagine, là, plan nord-américain des oiseaux migrateurs. Il en a parlé. Puis oui, ils ont commencé à parler de ça. Puis là, ben, il va y avoir des consultations publiques. Là, quand il va arriver, quand ça va être le temps, là, le monde va pouvoir discuter, vont pouvoir argumenter avec les consultations publiques. Mais c'est pas encore dit que les consultations publiques, là, naturellement, avec la pandémie qu'on vit présentement, tout est au ralenti, heureusement. Heureusement. Oui, parce que ça se ferait rapidement. Là, tout le monde travaille tout le monde travaille à partir de leur maison. Fait que c'est sûr que ces projets-là sont comme un peu au ralenti. Fait que bon, d'après moi, je pense que l'année prochaine, on devrait avoir ces consultations publiques-là. Mais il faut faire attention parce que ça reste que ça paraît pas. Mais entre Montréal et le lac Saint-Pierre, en incluant les îles du lac Saint-Pierre, il y a énormément de chasseurs et de pêcheurs. Oui. Il y a quelqu'un qui l'a mis, la photo, David Rodrigue l'a mis. Merveilleux. Il l'avait, merci David. Une machine, David. Bon, merci David. Ben oui, effectivement. Fait que là, d'un autre côté, je me dis que c'est pas une bonne chose. Moi, j'en ai parlé avec l'Association des biologistes du Québec. Bon, ben, écoute, c'est sûr et certain, quand on commence à parler de chasse et pêche avec l'Association des biologistes du Québec, ben, les autres, ils décrochent un peu parce que c'est pas leur mandat, là. C'est pas une fédération de chasse et pêche, là, comme on dit. Mais il reste quand même que ce sont des activités qui permettent la création de beaucoup d'emplois en technicien de la faune, en biologiste et tout ça. Hein, la chasse et la pêche, beaucoup de biologistes et de techniciens de la faune ont des postes, ont du travail grâce à la chasse et à la pêche. Là. Exact. Mais bon, bref. Fait que c'est un processus qui est en cours. Oui, c'est un processus qui est peu connu encore,
qui n'a pas été annoncé du fédéral vers le provincial, parce que maintenant, c'est les eaux fédérales, on s'entend, c'est le fleuve. Oui, effectivement. Mais c'est quand même la réglementation de pêche provinciale qui s'applique. Oui, c'est la réglementation de pêche, ben, c'est surtout la réglementation. En fait, la manière que ça fonctionne, c'est que c'est le fédéral qui détermine la réglementation de la pêche sportive, mais c'est le provincial qui l'applique. Parce que les eaux restent toujours fédérales. Par contre, la chasse, elle, c'est totalement provincial. Et là, on n'entend pas parler. Il n'y a aucune opposition qui se crée au niveau du gouvernement. Fait que nous autres, ils laissent ça aller, puis bonjour la visite, c'est réglé. Fait que là, tout le monde, en tout cas, il y a un bon nombre de chasseurs qui, selon moi, vont perdre leur spot de chasse. Là. La fédération avec quelle position dans ça? Les autres sont totalement, ils étaient quand même assez surpris de ça. Ils ont décidé d'en parler, puis c'est sûr et certain qu'ils vont travailler dans le sens de vouloir garder les activités de pêche de chasse et de pêche sur les îles, là. Tout à fait normal. Puis c'est ce que j'essaie de m'assurer le plus possible. Puis je garde toujours un contact avec Alain là-dessus pour checker, voir qu'est-ce qui se passe. Mais bon, bref, pour ce qui est de ce projet-là, pour l'instant, il reste encore, je pense qu'ils sont encore en train de faire des relevés. Parce que, semble-t-il, ça, j'ai pas de misère à croire, là, qu'il y a quand même des territoires sur des parties de zone qui sont quand même très sensibles, où est-ce qu'il y a la possibilité de voir des espèces vulnérables végétales, là, des espèces végétaux qui sont vulnérables. Fait qu'ils veulent protéger ça, c'est naturel. Écoute, c'est sûr et certain. Les îles de Boucherville, le marais qui est par l'arrière, qui est entre les îles, là, c'est le seul marais qui existe là, présentement là, sur le fleuve dans la région de Montréal. Là. Il faut le préserver, là, ce marais-là, c'est sûr et certain. Il ne peut pas arriver et commencer à dire que bon, le port de Montréal va prendre l'île puis il va faire des terminaux sur ces îles-là. Il faut les protéger. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus arriver puis arrêter empêcher le monde de faire de la chasse et de la pêche, là. Parce que ça devient des actions anti-chasse et anti-pêche. Mais question d'informer correctement les gens de ce que tu as appris puis de ce que tu as compris du projet, c'est vraiment c'est vraiment les îles, là. C'est pas un placard entre Montréal, entre le port de Montréal puis les îles Sorel. C'est vraiment les îles qui vont devenir, qui veulent faire des réserves. Ce qui veut dire que tu peux chasser en autant que tu es dans l'eau, il n'y a pas de problème. Tu peux pêcher en autant que tu es dans l'eau, tu peux passer en bateau en autant que tu es dans l'eau, mais tu peux pas débarquer sur les îles et aller chasser. Puis pêcher à partir de l'île, mettons, à Gué. Tu n'as pas le droit de pêcher à partir de l'île. Okay. Ben, en tout cas, c'est hyper intéressant. Intéressant dans le sens qu'il faut être vigilant face à ça. Puis si jamais on peut aider ou qu'on peut, je pense qu'il y a un paquet de chasseurs puis de pêcheurs qui vont être intéressés, là, ça reste un segment qui est très populeux. Là. On est dans le monde, là, sur le long du fleuve. Ce qui pourrait être fait, c'est simplement, possiblement, d'écrire Environnement Canada. On en prend bonne note, Richard. Envoyer des textos, pas des textos, mais des courriels à Environnement Canada ici à Québec pour déjà leur dire qu'on n'est pas d'accord avec le fait qu'il y a des réserves. Oui, on est d'accord sur le fait qu'il y a des réserves nationales de faune pour protéger le territoire, mais de là à interdire les activités de chasse et de pêche, ça, c'est une autre histoire. Donc ça, on peut arriver puis leur dire, il n'y a rien qui nous interdit d'envoyer des courriels pour leur dire, faire pression, comme on dit, et il n'y a rien qui nous empêche de le faire en attendant justement les audiences publiques là-dessus, en tant que tel. Et c'est important parce que ça reste des activités qui, malheureusement, sont en perte de vitesse, puis il faut pas
il faut pas laisser, comme on dit, la gangrène ravager ça, là, comme on dit. Là. Bref, j'irais plus avec des mots un petit peu plus... mais en tout cas, je me retiens. Là. Non, mais c'est pas ça. C'est parce que, Caroline, c'est plat. Et là, on est rendu là, que là, on a des groupements de protection, de conservation de la nature, tout ça, qui veulent faire des parcs à puis plus toucher à plus rien. Là. Bonjour la visite. On veut faire mais bon. Mais on s'entend que la chasse reste un mode de gestion efficace pour contrôler ces populations de gibier-là. Je pense que de l'enlever pourrait être une erreur grave, dans le sens que, regarde, proche des villes de même, il y en a qui ont vécu des atrocités parce qu'il y a trop de gibier. Là. Ben, il y a ça. Là, si on prend, par exemple, les îles de Sorel. Par exemple, à l'île de Grâce. Tout le monde connaît ça. L'île de Grâce, là, oui. L'île de Grâce, tout ça, à l'île de Grâce, il y a une belle forêt sur cette île-là. Il y a beaucoup de chevreuils. Il y a des chasseurs qui vont chasser. Oui. Dans les îles de Sorel, vont chasser maintenant le cerf de Virginie. Une affaire qui ne se faisait pas il y a 40 ans. Là. Aujourd'hui, tu peux aller chasser là. Il y a des territoires de chasse au cerf de Virginie. Enlève la chasse. Là. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? La population de cerf de Virginie va grossir. Puis là, naturellement, ben, il va y avoir, plus qu'il va y avoir de cerfs de Virginie, plus que des cerfs de Virginie vont vouloir se disperser sur le territoire. Puis naturellement, ils vont vouloir se disperser, ben, plus qu'ils vont vouloir coloniser d'autres secteurs. Fait que là, ils vont vouloir traverser le fleuve. Là, il va y avoir des noyades. Oui, puis il y a perte d'habitat, là. L'île va avoir des pertes d'habitat. Les îles de Sorel ont déjà connu, puis encore, mais je pense que c'est beaucoup moins élevé. Là. J'ai un ami qui est par là, qui va d'ailleurs être avec nous demain. Mais je les ai marchés, l'île de Grâce, j'ai mis les pieds dessus. J'ai eu la chance de voir l'île de Grâce dans ces périodes de surabondance de chevreuils. C'était intense, là. Perte d'habitat, mais pas de chevreuil là, mais pas de chasseurs là, pantoute. Et voilà. Ça a été, c'est ça. Ça a été des densités de chevreuil excessives, là. Je l'ai vu de mes yeux, là. C'est déjà venu, c'est en baissant. Mais ça va revenir. Puis on enlève la chasse là-dessus, ça pourrait être... ça va être pire. Ça va être pire. Ça peut être catastrophique. Mais pire, regarde, tu te rends compte, tu pars, puis tu fais une petite promenade sur le bord de l'eau. M'amener, tu regardes, tu trouves une carcasse de chevreuil mort. M'amener, tu t'en vas plus loin, tu retrouves une autre carcasse, elle est toute grugée par les renards. Ouais, c'est des habitats précaires pareil. Là. Il y avait énormément de chevreuils, mais il y avait énormément de chevreuils qui résistaient là en raison des hivers cléments. Mais quand il y a eu une série d'hivers moindrement difficiles, le chevreuil, ces îles là, a tombé comme des mouches. Bêché sévère. Et c'est assez incroyable jusqu'à quel point le chevreuil peut être résilient là, puis qu'il a réussi à survivre avec si peu. Là. On a oublié le couvert forestier, ces îles de Sorel. Il n'y en a pas de couvert forestier, zéro open bar, puis le chevreuil réussissait quand même à s'en tirer relativement bien. Puis il y en a encore beaucoup d'ailleurs, là. Il y a encore beaucoup de chevreuils là. Mais c'est surprenant à quel point qu'ils s'en sortent. Fait que. Juste pour ajouter, Frank, ça en est encore une belle occasion là, dans des places de même, là, de le faire gérer par des techniciens de la faune ou des biologistes, là, créer des emplois. Là, puis je ne sais pas, là, il doit y avoir des façons de faire que tu peux gérer mieux le territoire parce que c'est une ressource que de toute façon tu perds pareil parce que en partie, tu perds l'habitat, mais le chevreuil, à un moment donné, tu le perds parce qu'il n'y a plus d'habitat. Fait que c'est toute la gestion. C'est de la ressource perdue. C'est ça, c'est parce qu'on a un double discours. À un moment donné, il y en a qui disent que parmi les bio, il y en a qui disent « Ah, ben c'est la nature, il faut laisser la nature faire. » Mais c'est parce que la foutue nature, là, qui est aujourd'hui, c'est rendu que tu trouves quasiment 10 chevreuils au kilomètre carré dans certains secteurs des îles de Sorel, c'est parce que c'est à cause de l'être humain. Là. On fait partie de la nature. Là. On fait partie de la prédation, puis il faut le comprendre, ça. C'est ça. On a créé des habitats qui n'existaient pas avant, puis qui ont fait exploser ces bêtes-là, puis il faut le gérer aujourd'hui. Là. On n'a pas le temps. Il faut gérer. Puis, par exemple, si on arrive, moi, c'est pour ça que je
je lève le bouton de l'alerte là, pour ces réserves nationales de faune-là dans les îles. Parce qu'à un moment donné, si je prends juste le centre de Virginie, par exemple, dans les îles de Sorel, ben, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que oui, il y a la régulation qui se fait naturelle là, par le climat, mais à un moment donné, si on arrive avec le réchauffement climatique, on n'a plus de très, 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 très grosses hivers, ça va déborder. Là. Puis là, quand ça va déborder, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des tentatives de vouloir coloniser ailleurs. Il va y avoir des noyades, là. Puis il va y avoir pas mal de noyades, parce que quand une gang, là, une arme de sœurs de Virginie décide de sacrer le camp de l'île là, pour s'en aller, ça arrive, aller gruger des headsets des maisons, là, ben là, ça part 10-12 à la fois. Là. Fait que là, ça arrive, puis ça va marcher sur la glace. Puis là, whoop, la glace va casser. Bonjour la visite, la douzaine de serres, fini, noyé. Moi, j'ai déjà vu ça personnellement ici à Longueuil. Le chevreuil s'en sert. J'ai vu aussi, par exemple, là, on parle de noyade, ça veut pas dire parce qu'un chevreuil saute à l'eau qui est nécessairement mort. J'ai vu de mes yeux, justement, dans les îles de Sorel, des chevreuils traverser très bien entre les îles à pleine nage. Oui, mais quand il n'y a pas de glace, il n'y a pas de problème. Quand le couvert de glace est capable de résister aussi à la pesanteur, mais c'est parce que quand il y a un couvert de glace bord en bord, puis que le cerf arrive, puis pouf, il sac le camp. Ouais, c'est terminé. Il est fait, il est fini, là, parce qu'il se fait emporter par le courant. À un moment donné, la fatigue pogne, puis il se fait emporter par le courant. Moi, j'ai vu ça ici à Longueuil, là, parce que des fois, là, avec l'histoire du parc Michel Chartrand, là, des Sœurs de Virginie tentent de regagner les îles, le parc des îles de Boucherville, là. Mais en traversant, à un moment donné, il y avait 2 chevreuils sur l'île, ça a sacré le camp dans l'eau. À un moment donné, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, peut-être plus rien. Bonjour la visite, c'était réglé, ça avait passé sous la glace. On en retrouve plein de cadavres, là, des carcasses de Sœurs de Virginie là, sur le bord, ici à Longueuil, Boucherville, là, on en trouve un et un autre là, des fois. Fait que, puis j'ai plein de photos de ça. Là. Ben, c'est parce que là, à un moment donné, c'est que je sais bien que c'est la nature, on ne peut pas empêcher les Sœurs de vouloir passer puis traverser, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est un effet anthropique. Là. C'est l'être humain là, qui cause ces affaires-là, là, qui cause ces abondances-là. Fait qu'elle veut pas. Il faut réagir. Il faut se responsabiliser face à ça, puis créer, par exemple, dans les îles de Boucherville, ici, au parc, dans le parc gouvernemental, là, le parc des îles de Boucherville, c'est bourré de chevreuils là-dessus. Là. La chasse qui se fait là. Fait que là, il y a un gros problème. Là, les îles, les chevreuils, l'hiver, traversent. Quand la glace est assez solide, ils traversent, ils réussissent à traverser sans voir Boucherville. Toutes les headsets de toutes les maisons sont toutes bouffées. Le monde n'est pas content, là. Ça change aux élus municipaux. Là, c'est rendu dans le parc des îles, c'est rendu dans le parc Michel Chartrand. Ils veulent diminuer la population de Sœurs de Virginie. Ça fait 6 mois là, que ça t'offre, là, ça dure, là, l'histoire. À savoir s'ils vont. À leur sortie, ils vont les relocaliser. À leur sortie encore cette semaine, là, les. Tout à fait. C'est des problèmes qu'on a. En réalité, la chasse pourrait résoudre facilement. C'est par le manque de chasse, souvent. Ben, écoute, Longueuil, c'est le problème. On sait que le problème des parcs des îles, le problème du parc Michel Chartrand, c'est augmenté par le parc des îles de Boucherville, parce que c'est là qu'il y a le gros problème. Ils ont juste, c'est la CEPAC qui a ça en main. Pourquoi que la CEPAC n'ouvre pas les droits de chasse, là, juste pour une saison ou deux, là, arriver puis baisser les populations, là? C'est de calculer le potentiel que l'île peut avoir, d'évaluer qu'est-ce qu'il faut enlever de là, puis tu le maintiens année après année. Écoute, c'est pas si dur que ça à gérer, ça là. Non, c'est pas dur à gérer, c'est juste la volonté qui manque. Exact. C'est la volonté qui manque. Puis comment je pourrais dire ça? Le je m'en foutisme. Ouais. Il y a du travail à faire pas mal. C'est le je m'en foutisme. Je m'en foutisme. Le dossier était quand même complexe. Je pense avec ça reste que le chevreuil des îles de Longueuil,
il est apprécié par certains, puis d'un autre côté... mais là, c'est sûr que ça a créé... ça a créé... des émotions. C'est l'opinion publique là, là, au moment donné, ils voulaient les abattre, là. Puis là, ça n'a pas fait l'affaire de bien du monde là, du parc. Les utilisateurs du parc, là-bas, ils ont dit non, on ne peut pas tuer nos cerfs. Écoute, moi, il y en a là-bas qui les appellent par leur petit nom, là. Ah oui, clairement. Ils ne veulent pas les voir. Fait que là, il y a eu des manifestations. Donc, la ville a, comme on dit, baqué, a reculé. Fait que là, il y a un organisme qui s'appelle Sauvetage Animal Rescue qui ont décidé de s'impliquer là-dedans pour essayer de les relocaliser. Mais ils se font mettre des bâtons dans les roues partout. Ouais. Partout. Et d'un, c'est sûr, on est en pandémie. Fait que déjà là, ça roule au ralenti. Deuxièmement, le gouvernement, le ministère n'a pas choix d'idée. La plupart des biologistes ou des spécialistes qui ont parlé puis qui ont lancé, qui sont opposés à la relocalisation, n'ont même pas été dans le parc là, pour voir ce qui se passait en réalité. Ben non, mais écoute, c'est des petits chevreuils, là. C'est sûr qu'il y en a des plus gros, là, mais la plupart, c'est tous des petits chevreuils. Ici, ils viennent manger dans tes mains. Ça, je veux dire, c'est quoi, là, d'arriver et d'en pogner un, de le mettre dans un trailer et de l'emmener ailleurs, là. Ça, je veux dire, c'est du niaisage, là. C'est même pas des chevreuils sauvages, là. Ils fuient pas devant l'être humain. Donc, le stress, là, on n'a pas. Ça veut dire, c'est très, très limité, là. Écoute, c'est sûr et certain que si tu arrives, tu t'en vas en plein milieu de l'Estrie, ou même pas en zone 10, là, en Outaouais, tu arrives en pleine forêt, puis que tu réussis à capturer un cerf dans une cage, c'est sûr et certain qu'il va essayer de démolir la cage pour sortir de là, il a juste à te voir. Imagine-toi si tu rentres dans la cage avec, là, c'est clair, net et précis, là, il va y avoir un méchant combat, là, ça va être un stress. Morale de l'histoire, c'est que les chasseurs doivent pas disparaître du rayon du fleuve. Dans le cadre de ces projets-là, justement pour éviter des choses similaires. Puis, en tout cas, ce que tu nous allumes dans ça, on va rester vigilant, on va rester à l'écoute du dossier. Si jamais Unis pour la faune, on peut donner un coup de main là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas de nos supporters qui vont être contre l'idée de protéger les droits des chasseurs et des pêcheurs dans ce dossier-là. Fait que c'est très important. Je suis très content que tu sois venu nous en parler, parce que ce dossier-là passe en tout cas pour l'instant, là, le dossier passe incognito, là, de ce que j'en comprends. Tu as trouvé ça en bonne partie par les pancartes où tu chassais. Oui. Fait que c'est hyper pertinent. Puis je veux pas stopper le sujet. Par contre, je sais qu'il y a un paquet de questions là, auxquelles on répond pas. Je vois nos autres intervenants s'en venir. Je pense qu'on a fait quand même un bon survol de ça. Richard, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça m'éclaire, en tout cas. Là, on avait parlé, on a fait un survol très, très, très rapide, mais c'est vraiment Service canadien, c'est du Service canadien de la faune, c'est... Environnement Canada, c'est Environnement et Changement climatique Canada, okay. C'est un autre... Écoute, de toute façon, ils travaillent tous dans le même bureau. Ça veut dire... ils sont plus dans les bureaux à ce moment. Non, mais de toute façon, là, ils sont pas dans les bureaux, mais quand ça travaille dans les bureaux, ils travaillent tous sur le même étage. Ça, c'est 2-3 cubicules à côté de l'autre, là. Donc, on sait comment que ça fonctionne, tu sais, de dire, même s'ils diraient que, bon, il reste que c'est un projet qui vaut la peine d'être mis de l'avant, mais il faut pas empêcher les activités de chasse et de pêche qui sont des activités, faut le dire, ancestrales. C'est de père en fils que le monde va chasser sur les îles, vont pêcher sur les îles et tout ça. Je vois pas, moi, l'intérêt d'arriver et d'interdire ces activités-là quand ça a tout le temps fait partie du décor, là. Exact. L'objectif, c'est de protéger l'environnement puis de protéger l'habitat qu'il y a là. C'est pas de pas exploiter ce qui est renouvelable de toute façon, même si c'est en récolte une partie. Ouais, c'est ça. Puis l'autre affaire qui serait intéressant aussi, ce serait peut-être d'arriver et de dire, OK, c'est correct, on protège le territoire, mais on fait des chasses, comme on dit, entre guillemets, contrôlées.
que ce soit contrôlé par par l'association de chasse et de pêche de la région, PG, ou fait par la gestion, par exemple, des biologistes d'Environnement Canada, whatever, Parc et Océan. Il y a plein de façons de faire, mais ne pas enlever les activités de chasse et pêche, très important. On prend super bonne note de ça. On les a. C'est ça qu'il faut. C'est plus que le monde est au courant, plus que le monde va envoyer des messages, et plus que les gestionnaires vont être sensibilisés face à ça, puis ils n'auront pas le choix. À force de se faire envoyer, de se faire parler de ça, tout ça, ils vont prendre conscience, puis ils vont dire, ben écoute, je pense que c'est très important de garder ces activités-là. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas tous des chasseurs, puis c'est pas tous des pêcheurs. Non, on s'entend. Alors, fait que non, faut sensibiliser, très bonne approche, puis il faut s'assurer que nos décideurs soient au courant aussi de, comme tu dis, écoute, s'il n'y a pas personne qui se présente et qui dit, ben moi, je suis pour la chasse puis pour la pêche, concernant cette activité-là, ben eux autres, ça leur passe 100 pieds par-dessus la tête et ils vont dire, ben regarde, là, on a fait notre réserve nationale de faune puis bonjour la visite, là. Ça va être réglé. C'est un peu comme les réserves là, que tu as là, à Montmagny, là, sur le bord du côté du fleuve. Tu as des réserves là, des nationales de faune là, qui sont là, puis tu n'as aucun droit de chasse. Là. Ça devient des aires protégées. Ça, il n'y a rien. J'ai rien contre ça. Là. Il peut en avoir là, quelques-unes là, entre Montréal et Sorel, des aires où est-ce que des aires, par exemple, de repos là, qu'on appelle, là, des sanctuaires même. Moi, ça ne me dérange pas. Allons-y là-dedans. Moi, je suis 100% d'accord. Mais à d'autres endroits, il faut qu'il y ait de la chasse et de la pêche. Exact. On reste vigilant à ça, Richard. Je te remercie énormément d'être venu nous voir. Je pense que t'as sûrement allumé t'as allumé des phares. Ouais. C'est ça qui est le but. Fait que, on va rester vigilant à ça, puis on va essayer de faire notre part là-dedans. Certainement qu'on aura la chance d'envoyer un petit courriel, puis il a démontré qu'on est au courant que le dossier est en marche, puis qu'on espère que tout le monde va être consulté, que ce soit au fédéral, au provincial, que les citoyens, les chasseurs, pêcheurs aient le mot à dire dans ça. Ben, c'est ça, c'est très important parce qu'on perd de plus en plus de place. Parce que, écoute, là, avec toutes les réglementations sur les armes à feu, réglementation d'interdiction de décharge d'armes à feu, et tout ça, là, on vient de moins en... Nous autres, les chasseurs, on a de moins... Puis, regarde, juste au niveau de l'accessibilité des plans d'eau. Ouais. Depuis X nombre d'années là, qu'on se fait interdire l'accès aux plans d'eau, à moins de payer 50, 100, 200, 300 piastres pour mettre notre bateau à l'eau, là. Fait qu'on perd de plus en plus de droits et ça, moi, je trouve que c'est pas correct. Là. C'est un autre gros dossier à venir. Fait que, bon, ben là-dessus, je vous laisse, les gars. Merci encore. Puis, gros merci, Richard. C'est apprécié. Merci, salut, Richard. À la prochaine. Salut. Bye, merci. J'ai arrêté.